Attends, comme ça, c'est mieux. Il en manque là-bas. Dans quelques heures, la grande salle des fêtes de Blanzy en Saône-et-Loire sera envahie de danseurs. Pourtant ici, derrière les sourires, la bonne humeur de tous, se cache souvent un malheur. Pedro, là, qui est le papa de Pascal Gilles, qui a été assassiné. L'assassin a été retrouvé. Bruna Bourget, la dame qui a le carton, là, dont la fille unique a été assassinée, le coupable a été arrêté. Marie Pichon, dont la fille a été assassinée en 1986, le 18 décembre. Le procès a eu lieu cette année. Oui, non, tiens, plutôt. C'est peut-être aussi... La fille de Marie-Rose aussi a été assassinée en 1996. Christelle avait 20 ans. La plupart de ces vieux dossiers n'ont pas été élucidés. Afin d'éviter que la justice ne les referme, les familles ont créé une association. Pour payer les meilleurs avocats, des détectives, elles ont dû surmonter leur douleur. On a réfléchi comment on pouvait essayer de récolter un peu d'argent. Et ça a été proposé le dîner dansant. Alors ça a beaucoup choqué les familles au départ, parce que danser sur la mort de nos enfants, ça passait pas. Donc il nous a fallu 3-4 ans pour se mettre dans la tête que finalement on n'avait pas d'autre solution que d'essayer de faire un dîner dansant, quoi. Mais j'aurais toujours du mal avec le dîner dansant, hein. Toujours. Les efforts de l'association ont fini par payer. Au bout de 17 ans, l'assassin de la fille de Marie-Rose, Christelle, a été arrêté. Son procès s'est ouvert en janvier 2017. L'argent récolté ce soir permettra d'en payer les frais. L'affaire Christelle Blétry est l'un des plus célèbres cold cases de France. Le 27 décembre 1996, cette jeune femme de 20 ans passe la soirée chez des amis à Blanzy. Elle a près de 2 kilomètres à faire à pied pour rentrer chez elle dans la nuit. Elle n'arrivera jamais. Le lendemain matin, le facteur du village trouve son corps sur ce chemin, lardé de 123 coups de couteau. Le meurtrier présumé, Pascal Jardin, que l'on voit ici pendant la reconstitution du crime, a été arrêté 17 ans après. Il sera jugé par la cour d'assises de Saône-et-Loire. Pendant 9 jours, Marie-Rose Blétry attendra qu'il lui dise enfin pourquoi il a assassiné sa fille. À 500 km de là, une autre famille attend des réponses. Son affaire remonte à 2008, pourtant, c'est déjà un cold case. Stéphane Cameugne était étudiant à l'école des arts et métiers de Châlons-en-Champagne. Son corps a été retrouvé dans un canal. Stéphane a-t-il été victime d'un accident? A-t-il été tué? Voilà 8 ans que ses parents, Samuel et Jeannette, se battent pour savoir. Et aujourd'hui, enfin, ils ont un espoir. « 20 ans après le meurtre de Christelle Blétry, le procès de son assassin va s'ouvrir. Marie-Rose est à Paris pour voir ses avocats. Elle a choisi 2 ténors du barreau, 2 spécialistes des cold cases, Didier Seban et Corinne Herman. Non. Il y a des points sur lesquels on n'aura jamais de réponse, comme habituellement dans une cour d'assises. Parce qu'il y a toujours une part de mystère qui reste. On verra à l'audience si ça s'éclaircit, mais... Voilà. Donc jusque-là, maintenant, on rentre dans la zone rouge, parce que c'est toujours, avant l'audience, c'est toujours plus inquiétant. Tout peut se passer. Apprendre que des témoins ne viennent pas, qu'il va falloir demander déjà à la présidente effectivement d'aller les chercher. On est dans l'impalpable. Marie-Rose relit chaque page du dossier pour en connaître les moindres détails. Elle se prépare à affronter l'assassin présumé de sa fille.
faudra qu'il s'explique. Enfin, j'espère. Oui, moi, je ne vais pas baisser les yeux, hein, sûrement pas. Oh, non, non. Il a tué ma fille. Ça fait 20 ans que je souffre, donc il devra s'expliquer. Hein. Il faudra qu'il s'explique. Enfin, moi, j'attends beaucoup, hein, j'attends la vérité, donc est-ce que j'attends pas trop? Est-ce qu'il va être capable de parler? Je pense que c'est le moment. Il faudra qu'il parle. J'espère, hein, j'espère. J'espère que c'est pas 20 années de combat pour ne pas entendre la vérité. Je pense qu'il me la doit. Hein. Il me la doit. Je sens que la colère, c'est une souffrance. 2 semaines plus tard, le jour du procès est arrivé. Marie-Rose ne sera pas seule. Les membres de son association vont faire le trajet chaque jour jusqu'à Chalon-sur-Saône pour la soutenir. Ah ben nous y voilà, quoi. Oh là là, oui, oui. On a le ventre à l'envers. J'ai un peu oublié de dormir cette nuit. À minuit, je tournais en rond. Bernard Homais est le président de l'association. Il a l'habitude. C'est la 4e fois qu'il accompagne une famille de victimes aux assises. On a été au procès Girolet, au procès Maïri, au procès Gilles, donc ça va être le 4e. Bernard et son épouse Martine ne sont pas des parents de disparus. Ce sont des retraités qui jouaient au basket le week-end avec Marie-Rose. Lorsque sa fille a été assassinée, ils l'ont soutenue. Ils ont monté l'association avec elle. Ils ne l'ont jamais lâchée. Nous, on est là. On apporte un soutien plus moral et psychologique que matériel. On fonctionne beaucoup avec les regards. On est là pour aider, on est là pour accompagner. On ne peut rien faire d'autre. Donc notre rôle, c'est d'être présent. Moi, je trouve que certains passages du procès vont être difficiles et je les appréhende. Et puis, Christelle, je la connaissais depuis toute petite. Donc, beaucoup de stress, en fait. Depuis le temps que les membres de l'association fréquentent les bancs des cours d'assises, ils ont fini par s'organiser. Qu'est-ce que vous avez dans votre sac? Des coussins pour mettre sur les bancs parce que c'est pas très confortable. Les bancs sont à la dure. Hein. Marie-Rose est venue de son côté avec ses avocats. J'ai hâte, je suis prête. J'espère qu'il parlera. C'est tout ce que j'espère, qu'il avouera. Oui, allez-y, allez-y. Les membres de l'association sont assis au premier rang, bien installés sur leurs coussins. J'essaie de me détendre. Il faut bien que j'arrive à parler avec mes conseils et puis que je montre un petit sourire où tout va bien. Dans quelques instants, l'accusé va entrer dans le box. 20 ans que Marie-Rose attend ce moment. Pendant 9 jours, elle va faire face à l'assassin présumé de sa fille. Là, pour vous remercier, vous pouvez vous asseoir. Si Marie-Rose Blétry ne s'était pas acharnée, le meurtrier présumé de Christelle n'aurait sûrement jamais été arrêté. À des centaines de kilomètres de là, une autre famille, elle, est encore à la recherche de la vérité. C'est au niveau du poteau là, non?
Non, après le poteau, bien après le poteau, c'est plus loin là-bas. Ils s'appellent Samuel et Jeannette Cameugne. Ils avaient un fils, Stéphane, un grand gaillard de 24 ans. C'est dur. Il a été retrouvé mort dans ce canal. J'ai perdu ma raison de vivre. Mon fils, c'était mon bébé, c'était mon trésor, c'était tout pour moi. Pourquoi je n'ai pas eu cette joie? La joie qu'ont toutes les autres mamans, avec leurs enfants et tout. De vivre avec un poids comme ça sur la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi et comment? Pour savoir la fin de sa vie. Mettre un petit mot sur le point d'interrogation. Stéphane était étudiant à l'École nationale des arts et métiers de Châlons-en-Champagne. Il venait de finir sa scolarité. La dernière fois que Jeannette le voit, c'est le 5 décembre 2008. Il part de la maison pour assister à la cérémonie de remise des diplômes. Le soir, l'école organise une grande fête. Ils sont plus d'1 millier d'étudiants à y assister, et parmi eux, Aurélien Tuilard. Je l'ai vu une fois aux alentours de 19-20 heures, et puis après une seconde fois aux alentours de minuit. Vous vous souvenez de quoi? Bah, il était heureux, hein. Il était heureux. Il était heureux parce que voilà, il était diplômé, il revoyait tous ses amis, tous ses potes, tous ses camarades. C'est quelqu'un qui était très très apprécié. Apprécié pour les qualités humaines qu'il avait, relationnelles, son goût de la vie. Très joyeux, il rigolait, il souriait tout le temps. Donc c'était pas quelqu'un de conflictuel, pas du tout. En plein milieu de la nuit, Stéphane disparaît. Ses parents le cherchent partout, pendant 3 semaines. La veille de Noël, son père reçoit un coup de fil. Au téléphone, le procureur de la République. Les pompiers ont retrouvé le corps de Stéphane au fond du canal, à 200 mètres de l'école. Quand le procureur m'a appelé le 24 décembre, on a sorti le corps de votre fille dans l'eau. Il n'y a aucune trace de blessure, ni d'agression. Donc écoutez, il est tombé dans l'eau de lui-même. Vous venez, vous me dites quand vous venez, je fais le papier, vous récupérez le corps. C'est ce que me dit textuellement le procureur. Je l'ai bien écouté. Je lui ai dit, je viens voir le corps de mon fils. Pour le procureur, l'affaire est simple. Stéphane était ivre, il avait 1,9 g d'alcool dans le sang, il s'est noyé tout seul dans le canal. C'est donc un accident. Mais Samuel Cameugne n'y croit pas. Ce qui l'intrigue depuis le début, c'est l'attitude de la direction de l'école. Dès le départ, on a senti plutôt que c'est un peu comme si on dérangeait. C'est l'impression que moi j'ai eue. Il ne fallait pas faire du bruit autour. On voulait vous cacher quelque chose? À la limite, c'est comme si rien ne s'était passé. Il fallait que ce soit pas comme si rien ne s'était passé. On était de trop. En discutant avec les élèves de l'école, Samuel et Jeannette Cameugne apprennent que le soir de la fête, il y a eu un problème. Stéphane avait beaucoup bu, à tel point que ses camarades ont été obligés de l'allonger dans la bibliothèque. Et quelques heures plus tard, il a une petite altercation. Il se serait réveillé. Et après, les vigiles ont voulu s'en séparer. Et donc l'aurait mis dehors. Et ensuite? Ensuite, on ne sait pas ce qui s'est passé, malheureusement. L'altercation avec les vigiles a lieu vers 4 heures du matin. Ensuite, plus personne ne voit Stéphane. La dernière information est donnée par son téléphone portable. Il est retrouvé dans la poche de son pantalon. Il s'est arrêté d'émettre à 8h25. Que s'est-il passé entre 4h et 8h25 du matin? Personne ne sait. Mais pour ses parents, la mort de Stéphane est suspecte. À Paris, Samuel Cameugne décide alors de contacter le cabinet de Didier Seban et Corinne Herman, les avocats de Marie-Rose Blétry, réputés spécialistes des causes difficiles. Lorsque les avocats prennent le dossier, le corps de Stéphane vient d'être autopsié. Le légiste n'a pas relevé de traces de coups. Il a conclu à une noyade par accident. Les avocats demandent une deuxième autopsie. Ce qu'elle révèle est surprenant.
Stéphane Cameugne était une force de la nature, 1,92 m pour 108 kg, mais une partie de son squelette est en morceaux. On découvre qu'il y a un traumatisme massif dans le dos, que les côtes sont cassées, que la colonne vertébrale est atteinte, ce qu'on appelle en médecine légale un fracas. Donc, le mot veut bien dire quelque chose, c'est-à-dire que ce grand gaillard, il a eu son dos fracassé. Et donc, évidemment, ça évoque un choc. Pour expliquer les nombreuses fractures, les avis divergent. Il y a même une bataille d'experts. Le premier dit que Stéphane Cameugne serait tombé d'un pont. Un deuxième explique qu'il a été percuté par une voiture. Un troisième pense qu'il s'agit d'un meurtre. Stéphane aurait été tué à coups de batte de baseball. Un quatrième affirme que chacune de ces hypothèses pourrait être la bonne. D'accord. Non, mais je trouve ça triste et dangereux à la fois. À en croire les experts, il est mort de 4 façons différentes. Alors je dirais que c'est le pire scénario d'une série Z, un film américain d'action. Enfin, c'est impossible. Les blessures de Stéphane Cameugne laissent penser qu'il aurait pu être frappé. Est-ce par les vigiles avec qui il a eu une altercation vers 4 h du matin? Ils ont été entendus, mais la piste n'a pas été creusée. Corinne Herman, elle, émet une autre hypothèse, une bagarre d'étudiants. Elle a même une idée de ce qui aurait pu causer les blessures de Stéphane Cameugne. Ce drôle d'objet en bois en forme de cuillère, l'un des symboles des arts et métiers, on l'appelle la zatouille. Il y en a de plusieurs tailles. Corinne Herman croit en voir la trace sur les vêtements que portait Stéphane le jour de sa mort. Moi, je pense que c'est des coups, parce qu'on voit la forme sur la veste. Sur une veste en velours côtelé, c'est des coups. On peut prendre un objet et le faire, on peut le tenter. Je pense qu'il faut des coups très très forts pour arriver à modifier un velours côtelé. C'est comme ça qu'on fait des cold cases, les affaires non élucidées? C'est comme ça, oui. Malheureusement, on était au début de cette affaire criminelle et on aurait pu espérer la traiter rapidement. Et finalement, devant une forme d'inertie, on est en train de transformer ce dossier en un cold case. En 8 ans, l'enquête n'a pas avancé. Pire, Didier Seban et Corinne Herman ont bien cru qu'elle allait être refermée. Mais depuis quelque temps, les parents de Stéphane Cameugne ont un nouvel espoir, car le juge d'instruction vient de changer. Il les a convoqués pour leur dire s'il accepte ou non de relancer l'enquête sur la mort de leur fils. Christelle Blétry a été assassinée en 1996. 20 ans après, le procès de son assassin présumé, Pascal Jardin, vient de s'ouvrir. 9 jours d'audience, une 50aine de témoins. Parmi eux, Jackie, le facteur du village. L'homme qui a découvert le corps de Christelle Blétry sur le petit chemin. Il est toujours hanté par cette image. On se souvient, ça reste toujours dans la mémoire. Il y a eu un choc. Personne ne peut s'imaginer. La famille de Pascal Jardin est là, elle aussi. Son fils aîné, Michael, 28 ans. Mais aussi Nadine, sa sœur jumelle. Je suis très fière d'avoir mon frère jumeau. C'est pas facile à dire, ça, c'est pas facile, mais voilà, c'est mon frère jumeau. Et puis... Et quand vous avez appris qu'il avait... Ça m'a fait extrêmement mal. Et à vous, il vous a dit quoi? Il a dit qu'il n'était pas coupable. Et vous le croyez sur parole? Oui, je le crois sur parole. Une autre femme croit dur comme fer en l'innocence de Pascal Jardin. Chantal, sa nouvelle épouse. Il a refait sa vie avec elle il y a 8 ans. 8 ans de bonheur, donc je ne peux pas le critiquer. C'est impossible. Et quand vous entendez tout ce que vous avez entendu à l'audience, qu'est-ce que vous vous dites? Ah ben, ça fait froid dans le dos. Mais moi, je ne le crois pas capable. Je suis franche. Parce qu'il est incapable, même pour tuer un petit chat, parce que ma chatte avait fait, il est incapable de le faire. C'est pas pour tuer quelqu'un. C'est impossible. Pascal Jardin est-il vraiment un homme incapable de violence? Ça va reprendre? Allez, on reprend. Un témoignage donne de lui une toute autre image. Celle d'un prédateur qui repère ses proies. Cette jeune femme convoquée aujourd'hui
a réussi à échapper à Pascal Jardin. En décembre 2004, il l'a agressée chez elle, armée d'un couteau. L'audience est reprise, la Cour vous remercie, vous pouvez vous asseoir. 13 ans plus tard, elle est toujours traumatisée. Elle n'ose plus sortir de chez elle. Devant la cour, elle n'a même pas la force de parler, elle témoigne assise. Si elle a la vie sauve, c'est grâce à cet homme, son ex-compagnon, Faisal. En décembre 2004, Faisal rend visite à son ancien ami. Dans la cage d'escalier, il croise un homme, Pascal Jardin, qui prétend être plombier. Il dit venir réparer le chauffage. Il se renseignait sur elle. Et moi, je lui disais, je la connais pas. Elle puait un peu de l'alcool. Il était bizarre et tout, je les sentais pas. Je les sentais pas. Pascal Jardin frappe quand même à la porte de l'appartement. Mais comme Faisal est là, il dit qu'il repassera dans 10 jours. Mais Faisal se méfie. Il fait en sorte d'être là, caché dans l'appartement, lorsque Pascal Jardin revient. Tout à coup, il entend la jeune femme hurler. Et comme par hasard, elle a gueulé, je suis venu, j'ai vu à la salle de bain un slip, un couteau d'arrière, tout préparé, son couteau. Il était en slip? En slip, oui. Et le couteau tout préparé, ouvert. Et j'ai pas eu... Je suis rentré direct. Qu'est-ce que vous avez fait? Bah, j'ai mis 4-5 patates dans sa gueule. Après, j'ai tenu par le bras, je tenais fort pour qu'il se débat, parce qu'il voulait se sauver. En fait, il l'a maîtrisé, puis après, son ex-concubine, elle a appelé la police, puis ils l'ont récupéré. Et il voulait la tuer, ça c'est sûr et clair. C'est sûr. Pascal Jardin est condamné en 2004 à 1 an de prison avec sursis et 1 an ferme. Il sort 6 mois plus tard. Mais maintenant, son ADN est inscrit au fichier national des empreintes génétiques. C'est grâce à cela que l'affaire du meurtre de Christelle Blétry va pouvoir être élucidée. En 2014, une nouvelle magistrate reprend le dossier. Elle demande que les vêtements portés par Christelle le soir du crime soient analysés. En examinant le pantalon de la jeune femme, ses sous-vêtements, son sac à main, ses chaussettes, les experts trouvent partout l'ADN de Pascal Jardin. C'est Raphaël Nedilko qui l'arrête et le place en garde à vue. L'interrogatoire a été filmé. Écoutez, je me suis marié en 85. Nous nous en sommes procuré un extrait. Pascal Jardin est accompagné de son avocate. Il semble plutôt à l'aise. Raphaël Nedilko lui demande d'abord s'il connaissait Christelle Blétry. Vous connaissiez la victime? Non, je vous dis non parce que je vous dis pas que je l'ai pas revu, je l'ai pas dans un... Là, il faut qu'on soit précis, monsieur. Non, mais non, pas du tout. Non, parce que je ne sais pas à quoi elle ressemble. Vous ne l'avez jamais fréquentée? Ah, jamais, non. Puis il veut savoir s'il se souvient de ce qu'il faisait dans la nuit du 27 au 28 décembre 1996, sans préciser qu'il s'agit du soir du crime. Est-ce que vous pouvez garder, avoir un souvenir de ce que vous faisiez? Congé, boulot, sortie? Non, je ne suis absolument pas capable de vous répondre. Enfin, l'air de rien, il lui demande quel type de couteau il utilise. Est-ce que les couteaux que vous aviez sur vous ont toujours été de ce type, à savoir l'aïeul pliant? Toujours pliable. Toujours pliable. L'aïeul pliant. Pliable, toujours. Donc pour résumer, vous l'aviez le plus souvent avec vous, sur vous, je crois. Oui. Le regard de Pascal Jardin vient de changer. À ce stade de l'audition, il ne sait pas encore qu'on a retrouvé son ADN sur les vêtements de Christelle Blétry. Raphaël Nedilko le lui révèle quelques heures plus tard, avant de l'enfermer pour la nuit dans sa cellule de garde à vue. Le lendemain, Pascal Jardin passe aux aveux, 2 fois devant le policier, 1 fois devant la juge. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est enquêteur et qu'on arrive à des aveux pareils? On se sent fébrile. On se sent fébrile parce que
C'est une affaire qui dure depuis 18 années. On a beaucoup travaillé pour cela. On est passé par beaucoup de phases de désillusion. Et on se dit, enfin, on y est, mais on freine des cas de fer. On a le devoir de ne pas réagir, on a le devoir de tirer le fil tout doucement, de façon à ce qu'il ne casse pas, qu'à n'importe quel moment, un mauvais regard, une mauvaise réaction, une question posée de travers peut tout arrêter et que la personne s'arrête net dans ses explications. Donc c'est un moment très, très fort. 3 semaines plus tard, coup de théâtre. Pascal Jardin revient sur ses aveux. La juge organise alors une reconstitution du meurtre de Christelle Blétry. Nous sommes en décembre 2014. C'est la première fois que Marie-Rose se trouve face au meurtrier présumé de sa fille. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. On va bientôt pouvoir commencer, on n'attend plus que le médecin légiste. Ça va bien se passer normalement. Il n'est pas tout seul là. Mais oui, je sais que vous avez tous vos amis, mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir un petit peu d'appréhension pour vous, parce que vous attendez ça depuis tellement longtemps. Pascal Jardin répond aux questions de la juge d'instruction. Il donne une nouvelle version des faits. À quelques mètres de lui, Marie-Rose écoute et commente à voix basse. J'essaie de reconstituer par rapport à ce qu'il a dit. Mais bien sûr, Pascal Jardin assure que ce soir-là, il rentrait chez lui en voiture après une soirée arrosée. Christelle lui aurait fait signe de s'arrêter. Elle lui aurait demandé de monter dans sa voiture. Marie-Rose n'en croit pas un mot. Elle le dit à Raphaël Nedilko. Déjà, elle n'aurait jamais tutoyé comme ça d'emblée. Il ment. Comme si elle avait toqué à la vitre. D'abord, Christelle, elle n'aurait jamais tutoyé. Ça, c'est une certitude. Ensuite, Pascal Jardin affirme avoir eu une relation sexuelle consentie avec Christelle Blétry. Cette nouvelle version lui permet de justifier la présence de son ADN sur les vêtements de la jeune femme. Raphaël Nedilko est outré. Ça se passe comment avec lui alors? Il nous donne l'heure. C'est une expression pour dire qu'il nous roule un peu dans la farine. Deux ans plus tard, au procès, Pascal Jardin maintient cette version des faits. Il va plus loin. Il affirme que ses aveux auraient été suggérés par Raphaël Nedilko. Il prétend que le policier lui aurait montré une carte en indiquant le lieu du crime. Dans la salle d'audience, l'enquêteur se tourne vers l'accusé. Je lui dis que c'était un menteur et que c'était un lâche, effectivement. Pourquoi? Parce que c'en est un. Parce que vous n'avez pas supporté qu'il revienne sur ses aveux et qu'il dise les aveux m'ont été dictés. Oui, et puis qu'il prétende que je lui avais montré des documents qui lui ont servi à s'inspirer pour faire des faux aveux, ce qui est complètement faux. En fin de journée, exceptionnellement, à la demande des avocats de Marie-Rose et pour permettre aux jurés de se faire une opinion, la cour d'assises diffuse les aveux de Pascal Jardin. Une confession d'1 heure et demie. Le meurtrier présumé raconte qu'il a fait monter Christelle Blétry dans sa voiture. Puis il dit qu'il l'a violée, qu'elle est partie en courant, qu'il l'a poursuivie avec son couteau, frappée, jusqu'à ce qu'elle arrête de crier. Ensuite, il explique qu'il est rentré chez lui, qu'il s'est fait un sandwich, puis qu'il s'est couché auprès de sa femme. Sur la vidéo, on voit Pascal Jardin pleurer, dire qu'il est un monstre, demander pardon. Dans la salle d'audience, c'est comme si Marie-Rose venait de voir sa fille mourir sous ses yeux. Ce qu'elle a pu endurer. Tomber sur un pervers.
toutes ces émotions. Hein. C'est ça qui est difficile, parce que tu peux être calme, puis d'un seul coup, je sens mon cœur qui taboule, j'ai qu'une envie, c'est de lui sauter dessus. Je ne crois pas avoir entendu mon cœur battre comme ça, moi. De toute façon, c'est un pervers, c'est un prédateur, et il faut vraiment qu'il soit condamné à la peine maximale, hein, et qu'il ne sorte pas de prison si ce n'est les pieds devant. Hein. Dans la mesure, en plus, où il nie, il n'avoue pas. Comment il peut pas se soigner, ce mec-là. Il refuse catégoriquement d'avouer. On peut imaginer qu'il a dû sûrement suivre d'autres jeunes dames. Hein. Oh. Qu'est-ce que vous voulez boire? Oh, on va faire une petite flambée, tiens. Ouais. Réchauffe-nous, on en a besoin. Ce soir, Bernard et Martine ont raccompagné Marie-Rose pour s'assurer que tout va bien. Allez. Qu'est-ce que vous feriez sans eux? Sans l'association, moi, je serais plus de ce monde. Puis on ne boirait pas l'apéritif comme ce soir. Ah oui? Ce qu'elle ose dire. Mais c'est vrai, je ne serais plus de ce monde. Si l'association n'avait pas été là au départ, je ne serais pas vivante aujourd'hui pour vous parler. Parce qu'ils m'ont tous porté au départ. C'était... des gens m'apportaient une soupe, du riz au lait, enfin tout ne serait-ce que s'obliger à se lever, à se peigner. Voilà, c'était mon moteur. L'association a été mon moteur. Ça m'a permis de sortir la tête de l'eau, oui. Oui. Marie-Rose doit encore tenir 1 semaine avant la fin du procès. Dans l'affaire Stéphane Cameugne, cet étudiant des arts et métiers retrouvé mort dans un canal à Châlons-en-Champagne, l'enquête s'accélère. Un nouveau juge a repris le dossier. Les parents de l'étudiant ont rendez-vous avec lui au palais de justice de Reims. Excusez-moi, madame, le palais de justice est bien par là? Oui, c'est tout droit et puis à droite. Bien, merci. Merci. Depuis 8 ans, la justice dit à Samuel et Jeannette Cameugne que leur fils est mort par accident. Mais ils n'y croient pas. Pour se battre, ils ont choisi les mêmes avocats que Marie-Rose Blétry, Didier Seban et Corinne Herman. Bonjour, Mme Seban. Monsieur Cameugne, bonjour. Merci, bonjour, Ça bonne va? arrivée. Ça fait bonne route. Lorsque le nouveau juge a repris le dossier, il était sur le point d'être refermé. Le magistrat a décidé de relancer l'enquête à la demande des avocats. Là, il y a au moins 4 expertises en cours. Enfin, en tout cas, qui ont été demandées. Donc il va vous expliquer pourquoi il l'a fait, comment il l'a fait, et ce qu'il entend en faire, ce qu'il recherche lui. Si vous laisse parler, vous dites ce que vous avez à dire. Oui. Les gens que vous avez rencontrés, comment vous avez été reçus à l'époque. Parce que vous avez fait le début de l'enquête, finalement, quelque part. Justement. Donc il faut que vous expliquiez ces choses-là. Jeannette et Samuel Cameugne sont impressionnés. C'est la première fois qu'un juge écoute ce qu'ils ont à dire. L'entrevue dure 1 heure. Le juge d'instruction vient d'apprendre aux parents de Stéphane Cameugne qu'il ouvre une nouvelle enquête pour meurtre. 8 ans qu'ils attendaient cela. Il a cherché à comprendre le dossier. C'est pas qu'il a appris qu'il fait ça. On voit bien, par exemple, sur ces histoires de tenue. Exact, qui sait des choses. Oui, qui sait des choses qu'on nous a jamais dit. Pour une fois, je veux dire, nous sommes sortis du bureau du juge en étant contents. Parce qu'enfin, on peut dire aujourd'hui, nous ne sommes pas battus pour rien. Nous n'avons pas lâché depuis près de 8 ans pour rien. Donc enfin, on a un juge qui nous écoute et qui s'occupe réellement donc, du dossier. Et c'est vraiment, c'est un gros merci qu'on peut lui attribuer, ne serait-ce que pour ça. Ça nous donne beaucoup d'espoir
qu'un jour on pourra savoir, ne serait-ce qu'une partie de la vérité. Comme d'habitude, les choses. Le nouveau juge d'instruction, Vincent Dufour, sait qu'il sera compliqué de trouver la vérité. Il a lancé de nouvelles expertises. L'analyse des vêtements que portait Stéphane Cameugne le jour de sa mort a révélé des traces ADN. Le juge ne sait pas encore à qui elles appartiennent. Mais il sait que le temps qui passe n'est pas son allié. Oh ben non, bien sûr que non. Le temps a passé, forcément c'est beaucoup plus difficile, c'est évident. Maintenant, après, tout n'est pas impossible. Après, il suffit juste... l'idée étant de fermer le maximum de portes pour apporter le maximum d'éléments à la partie civile, aux parties civiles. Si on arrive à déterminer qu'il s'agit d'un homicide, c'est très difficile de retrouver des témoins éventuels, de faire les constatations qui n'ont pas forcément été faites à ce moment-là. On repart sur l'enquête classique, finalement. Et même si on arrive à établir un certain nombre de choses, il sera peut-être difficile d'appréhender tel ou tel auteur potentiel. Voilà le rapport médical. Stéphane Cameugne a été retrouvé dans l'eau. La colonne vertébrale brisée, les côtes cassées. Certains experts pensent qu'il a été percuté par une voiture, jeté dans le canal. D'autres, qu'il a été frappé par un objet comme une zatouille, la cuillère en bois symbole des arts et métiers. La dernière hypothèse, comme il avait bu ce soir-là, c'est qu'il a pu tomber d'un pont, par accident. Pour en avoir le cœur net, le nouveau juge a désigné un laboratoire spécialisé dans l'analyse des chocs sur le corps humain. Pour valider la thèse de la chute accidentelle, les experts ont décidé de se déplacer sur le terrain. L'école des arts et métiers où a disparu Stéphane Cameugne est située à 100 mètres de ce canal. À proximité, 3 ponts. C'est là que le juge a rendez-vous avec les experts. Voilà, c'est là. C'est l'un des ponts, oui. C'est le moins vraisemblable, mais en tout cas, bon, on ne peut pas l'exclure vu qu'il est relativement proche de l'endroit où le corps a été découvert. Lorsque le juge arrive sur les lieux, les 3 experts du laboratoire sont déjà là. Selon eux, pour que Stéphane Cameugne ait de telles blessures, il faut qu'il soit tombé d'une hauteur d'au moins 5 mètres. Le juge se demande si l'étudiant ne s'est pas brisé le dos en s'écrasant sur cette berge en béton, située juste en contrebas. Dans l'affaire Stéphane Cameugne, le nouveau juge d'instruction a convoqué des experts. Ils doivent déterminer si l'étudiant a pu basculer d'un pont et se briser le dos. Selon eux, pour que le jeune homme ait pu se faire de telles blessures, il faut qu'il soit tombé d'une hauteur d'au moins 5 mètres. On est à peu près à 6 mètres. On va avoir une vitesse à l'impact de plus de 40 km/h, peut-être autour de 45 km/h, avec 108 kg à amortir. Donc il va tomber sur le dos. Il va impacter au niveau du tronc. Ouais, il va avoir la tête qui ne va pas taper le muret, mais qui va être plutôt dans l'eau, qui va partir en hyperextension, où il n'y a aucune lésion sur la tête. Et un petit peu à cheval, de manière à basculer ensuite dans l'eau. Et ça c'est vraisemblable, ça. Enfin, ça au niveau des lésions, pour l'instant, il n'y a rien qui écarte cette hypothèse, à part le fait qu'il y ait justement sur les membres inférieurs, pas de traces d'impact de la chute. Le deuxième spécialiste est le directeur du laboratoire. Il n'est pas d'accord. Christian Brunet est professeur de traumatologie. Il a une expertise de médecin. Ce que disent vos 2 collègues, c'est qu'il aurait pu tomber comme ça, avec les jambes, alors je ne sais pas trop comment d'ailleurs, mais plutôt dans l'herbe, et que la tête bascule dans l'eau. Mais il y aurait. Mais la bon. tête, elle bascule dans l'eau comme ça, sans tout. C'est ça qui me parle. Quand le thorax de dos fait son impact, vous imaginez la tête, on peut jeter un mannequin. Mais quand le thorax tombe comme ceci, la tête suit le mouvement. Donc là, c'est une hyperextension du rachis, fracture du rachis. Et impact sur l'occiput, ce qui n'a pas du tout. On décote. Et le bassin, on en fait quoi? Non, mais c'est intéressant. L'occiput, c'est cet os à l'arrière du crâne. Le rachis, en langage médical, c'est la colonne vertébrale. Selon le professeur Brunet,
Si Stéphane Cameugne était tombé de plusieurs mètres, sa tête aurait fait un violent mouvement en arrière. Le haut de la colonne vertébrale et l'arrière du crâne auraient été brisés. Or, l'un et l'autre sont intacts. Le bassin de Stéphane Cameugne, lui aussi, ne présente aucune trace. Sur les 2 autres ponts, même démonstration de l'ingénieur. Dans le cas de donc monter sur la balustrade, ça nous paraît compliqué ici, mais il se penche, il se retourne. On a un impact. Même conclusion du professeur. Donc là, ça confirme ce que vous pensez, vous, de toute façon. C'est vraiment tiré par les cheveux. On ne peut rien infirmer à 100%. Il y a un scénario qui est celui-là, qui peut être envisageable. D'accord? Il ne me paraît pas plausible. Voilà, c'est tout. Ils ne sont pas d'accord entre eux. Enfin, ils ne sont pas d'accord entre eux. Ils ont plusieurs hypothèses. Après, comme ils nous l'ont indiqué, il y aura des hypothèses plus vraisemblables que d'autres. Pour l'instant, ce ne sont que des échanges comme ça, de manière informelle. Et il faut qu'ils travaillent, qu'ils terminent leur rapport d'expertise, et puis après, on verra. Il sera temps d'en tirer des conclusions, mais là, c'est pour l'instant trop tôt. Les experts vont rendre leurs conclusions dans 3 mois. À Chalon-sur-Saône, dans le procès de Pascal Jardin, l'assassin présumé de Christelle Blétry, c'est le moment que Marie-Rose attend. Dans quelques minutes, elle va s'adresser à la cour d'assises. Elle a longuement réfléchi à ce qu'elle allait dire. 20 années de douleur, résumées en quelques pages. J'ai commencé il y a plusieurs mois, j'ai laissé tranquille parce que c'était trop difficile. Et puis la semaine dernière, je me suis vraiment consacrée à préparer les assises. Donc, j'ai beaucoup écrit, j'ai dit j'arriverai jamais à lire tout ce que j'avais écrit, donc j'ai réduit, voilà. Et puis je ne sais pas si j'y arriverai, et on verra. La cour, veuillez vous lever. L'audience est reprise, la cour vous remercie, vous pouvez vous asseoir. Avec des mots choisis, Marie-Rose raconte comment la mort de Christelle a détruit sa famille. Elle parle de son mari emporté par la maladie. Puis, Marie-Rose Blétry se tourne vers Pascal Jardin, lui demande de la regarder, de lui dire dans les yeux comment il a tué sa fille de 123 coups de couteau. Pascal Jardin répond « Je suis d'accord avec vous, c'est horrible, mais ce n'est pas moi qui l'ai tué. » Marie-Rose réplique qu'il lui doit la vérité. C'est fait. J'espère avoir été à la hauteur de ma fille. Voilà. C'est la première fois que vous lui parlez. Mais c'est dommage. J'aurais aimé qu'il parle. Il ne le fera pas. Vous pensez qu'il ne le fera pas du tout? Il ne parlera pas du tout? Non, je ne crois pas. Il n'est pas courageux. Hein. Il vaut mieux frapper. Il vaut mieux violer. Comment voulez-vous? C'est pas possible que ma fille soit montée. Je l'ai fait. Voilà. Après, j'analyserai ça plus tard. Je voudrais quand même avoir la vérité. Vous l'aurez pas, Marie-Rose. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver, vous l'aurez pas. À la limite, il peut vous balader, vous manipuler, jouer avec vous, mais vous l'aurez pas. Je pense que là où il a dit le plus la vérité, c'est sur les aveux qu'on a diffusés. C'est là où il est le plus dedans. Malgré tout ce qui colle pas. Mais... Tout ce qui colle pas, oui. Je vais lui donner mon adresse. Peut-être qu'il écrira. Le verdict tombera dans 5 jours. Dans l'affaire Cameugne, les experts ont enfin rendu leurs conclusions. Dans son laboratoire de Marseille, nous retrouvons le professeur Christian Brunet. Dans ce lieu qu'il dirige depuis 20 ans, des ingénieurs étudient les conséquences des chocs sur le corps humain.
Avec son adjoint Pierre-Jean Arnoux, le professeur Brunet a passé en revue toutes les hypothèses qui permettraient d'expliquer les blessures de Stéphane Cameugne. Une vertèbre brisée et des côtes fracturées. Les côtes étaient cassées, fracturées selon cette ligne-là, du côté gauche, selon cette ligne-là, du côté droit. Et donc l'ensemble de ces deux lignes de fracture créait ce qu'on appelle un volet costal, c'est-à-dire un fragment de la paroi thoracique qui se désolidarise du reste de la paroi thoracique. La lésion au niveau de la colonne vertébrale se situait au niveau d'une des vertèbres les plus saillantes de la colonne vertébrale, la 4e vertèbre thoracique. L'hypothèse d'un meurtre commis avec un objet comme ces fameuses cuillères en bois, symbole de l'école que l'on appelle zatouille, a été écartée. Pour les experts, ça ne correspond pas aux blessures. Au regard de la symétrie des fractures de la cage thoracique, on peut imaginer que l'objet ait heurté simultanément la colonne vertébrale et donc l'arrière de la cage thoracique, provoquant les fractures que vous connaissez des côtes. Donc pour ça, il aurait fallu que la victime soit couchée et que la personne qui manipule l'objet prenne soin de frapper à plat la victime pour que l'objet touche quasiment simultanément tout le corps. Donc ça fait beaucoup de scies. Il faudrait aussi un objet qui fournisse une quantité d'énergie suffisamment importante pour tout casser d'un coup. Je doute qu'en manipulant ce type d'objet, on arrive à provoquer autant de lésions d'un coup. Ou alors ça veut dire qu'on va s'y reprendre à deux fois, c'est-à-dire qu'on va donner un premier coup ici et un deuxième coup ici. Mais comment donner deux coups parallèles sans que la victime ait bougé entre les deux coups? Une première fois comme ceci, une deuxième fois comme ceci, c'est tout. Le professeur Brunet, lui, privilégie une autre hypothèse. Selon lui, Stéphane Cameugne, qui était ivre, serait tombé sur la route et une voiture l'aurait écrasé. Un pneu de voiture peut avoir écrasé la partie dorsale du corps, lésé la vertèbre qui est la plus saillante et créer ce fameux volet costal, c'est-à-dire de lignes fracturaires. Et la largeur du pneu ou de la roue correspond à la hauteur des lésions fracturaires costales. Dans cette hypothèse, le conducteur de la voiture se serait débarrassé du corps de Stéphane Cameugne en le jetant dans le canal. Une hypothèse, pas une certitude, car il manque beaucoup d'informations dans le dossier. Il nous manque des pièces à conviction qui sont les relevés que l'on aurait pu faire sur le terrain quelques heures ou quelques jours après cet accident. Et qu'on n'a pas fait. Et qui n'ont pas été faites parce qu'on avait privilégié justement l'hypothèse de la chute d'un pont. Qu'est-ce qui vous manque, par exemple? Il manque des zones, des relevés sur le terrain, c'est-à-dire sur la route ou le petit chemin qui longe la Marne, et sur le terre-plein, où on aurait peut-être pu trouver des traces de pneus, des zones où l'on aurait pu traîner un corps jusqu'à l'eau. Donc on ne l'a pas, tout ça. Dans le rapport envoyé au juge d'instruction, les experts écartent définitivement la piste d'un homicide avec un objet comme des cuillères en bois. Pour expliquer la mort de Stéphane Cameugne, ils retiennent deux hypothèses, soit la chute d'un pont, soit l'écrasement par un véhicule. C'est le magistrat qui devra trancher entre les deux. 2 semaines plus tard, au palais de justice de Reims, nous retrouvons le juge d'instruction, Vincent Dufour. Il a reçu le rapport du laboratoire il y a quelques jours et il s'est fait une opinion. On a une hypothèse qui est plus vraisemblable que les autres. Voilà. Qui est Qui serait le fait que Stéphane Cameugne se soit retrouvé allongé, alors où, quand, comment, on ne sait pas, et que, éventuellement, un véhicule aurait écrasé son corps. Aujourd'hui, vous pensez qu'on ne saura jamais qui était au volant de cette voiture? Non, je ne peux pas dire ça actuellement. On a encore quelques vérifications à faire, donc non, je ne peux pas dire ça actuellement. Et c'est facile de trouver 8 ans après Facile, non, bien sûr. On risque d'avoir une réponse qui sera nettement insuffisante pour la partie civile, mais malheureusement, c'est peut-être la chose à laquelle on aboutira. Dans leur petite maison en région parisienne, Jeannette et Samuel Cameugne attendent encore. Leur dernière entrevue avec le juge d'instruction remonte à 10 mois et ils espèrent recevoir bientôt une nouvelle convocation. Dans la chambre de Stéphane,
Jeannette n'a rien changé. Elle a du mal à faire son deuil. Vous voyez, tout ça, ce sont ses affaires à lui. On n'a jamais bougé, tout est là. J'aime pas beaucoup regarder, j'aime pas voir. Donc, c'est très douloureux pour moi de voir tout ça. Parce que quand je vois tout ça, c'est comme si ça devait arriver d'un moment à l'autre. On est toujours dans l'attente. C'est très dur. Se lever avec pourquoi, se coucher avec pourquoi, mettre les plats à table, un troisième plat et se mettre à pleurer en mangeant. C'est très, très dur. C'est vraiment dur. Donc, Si on vous dit, Monsieur Cameugne, aujourd'hui c'est trop tard pour savoir, parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait à l'époque, comment vous réagissez? Je serais très déçu. C'est vraiment très déçu. C'est certain, je serais très très déçu. Ce serait mentir que de dire que j'accepterais ça de bon. Non, je serais vraiment très déçu. Si je pouvais encore ne pas fermer le dossier, je ferais pour que le dossier ne soit pas fermé. Parce que rien ne justifie pour moi que les auteurs de la mort de mon fils ne soient pas retrouvés. Rien. En attendant la conclusion de l'enquête, Samuel Cameugne regarde parfois les photos du passé, en pensant à son fils. Pour lui, abandonner, ce serait en quelque sorte laisser mourir Stéphane une deuxième fois. À Chalon-sur-Saône, dans le procès de l'assassin de Christelle Blétry, c'est le 9e jour d'audience, celui du verdict. Les premiers arrivés sont les membres de l'association et la famille de Pascal Jardin, avec Chantal, sa femme. Chantal, vous avez une petite appréhension ce matin? Ah bah oui, on a la trouille. Depuis le début de la semaine, la cour d'assises de Saône-et-Loire fait salle comble. Le tout Chalon vient au procès. C'est tout complet. Quand même, attention. Il faut rester dehors, vous pouvez pas rentrer dans la salle, merci. Le fils aîné de Pascal Jardin, Michael, est là. Comme souvent, même si elle a le sourire, Marie-Rose n'a pas bien dormi. J'ai les jambes en coton. Puis c'est plein d'émotions aussi. On se dit que c'est le dernier jour. C'est ce qu'on attend. Je pense beaucoup à Christelle. Donc c'est ça qui est difficile. Les avocats de la défense, ceux de la partie civile, se concentrent. La journée commence avec leur plaidoirie. Marie-Rose est inquiète. Elle voudrait que Pascal Jardin soit condamné à la peine la plus lourde. Les lettres... Voilà, je vous ai envoyé un petit message sur la perpétuité. Comment incompressible, c'est 30 ans avant de sortir. D'accord. La perpétuité perpétuelle. Peine de réclusion criminelle. Il y en a 5 en France. Il y en a eu 5 en France. 4, vous direz. Non, il y en a 5, il y en a eu une depuis. Et c'est pour des gens qui ont tué 10 fois. Non. Il a presque 60 ans, genre. Une fois ou 10, c'est pareil, mais... Donc, Dans ces réquisitions, l'avocat général demande la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 20 ans. Les avocats de la défense plaident la relaxe. La cour se retire pour délibérer. 6 heures plus tard, le tribunal juge Pascal Jardin coupable du viol et du meurtre de Christelle Blétry. Il a suivi les réquisitions du procureur. Réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 20 ans. Marie-Rose est soulagée. Marie-Rose, je m'étais promis, on vous a soutenu. Elle repose en paix, notre petite. Allez vous poser. Merci. Courage encore. Il a ce qu'il mérite. Exactement. La justice a fait son travail. Enfin. Tout à fait. Tout à fait. À l'écart, Michael, le fils aîné de Pascal Jardin, patiente.
Il a beaucoup pleuré au cours de cette audience en regardant son père. Il a besoin de parler à Marie-Rose Blétry. Félicitations. Après, je sais pas quoi vous dire parce que je... Vous avez pas eu vos réponses? Non. Je comprends. Ben, j'aurais aimé qu'il vous les donne, les réponses aussi, parce que je pense que pour vous, c'était nécessaire. J'aurais aimé qu'il avoue pour vous. Parce que, enfin, j'ai beaucoup pensé à vous, parce que je me suis dit, mais comment ces jeunes vont se reconstruire, se reconstruire, je ne sais pas. Mais je pense que vous aviez besoin de réponses aussi. Je pense. Après, non, je ne sais pas quoi vous dire. C'est pas de votre faute, hein? C'est pas vous. Mais les mêmes victimes. Oui, ben voilà, tout à fait. Je le vis pas du même côté. Oui, mais bien sûr. C'est la même chose. Je comprends. Aujourd'hui, là... Je comprends que ce soit douloureux. C'est pas son procès que j'ai vu. C'est le moment où il a passé la porte. C'est terminé, c'est en quelque sorte un deuil. Je comprends votre douleur. Vous avez mon adresse. Je la trouverai. Il n'y a pas de souci. D'accord. Allez. Merci, Madame Blétry. Ce fut une audience éprouvante. Et pas seulement pour Marie-Rose Blétry. Ceci étant dit, pour fermer les lumières et éteindre, vous reviendrez éteindre. Après. Merci. Donc voilà. Pour la présidente de la cour d'assises, Caroline Sanchez-Potvin, ce procès est l'un de ceux qu'on n'oublie pas. Ça n'est pas effectivement le procès de tous les jours. La personnalité déjà de M. Jardin. Je pense que c'est vraiment l'élément phare et central de cette procédure. Est-ce qu'on peut dire que c'est un profil inquiétant ? La décision qui a été rendue ce soir par la cour d'assises est un regard porté par la société sur un profil comme celui de M. Jardin et sur justement cette impuissance à pouvoir, en l'état, modifier la structure de la personnalité d'un individu. Marie-Rose n'en a pas fini avec cette affaire. Pascal Jardin a fait appel. Il y aura un deuxième procès. En Saône-et-Loire, l'association des disparus dont Marie-Rose fait partie a encore beaucoup à faire. Elle s'appelle Virginie, Nathalie, Sylvie, Vanessa, Carole, Marthe. 6 jeunes filles dont les meurtres n'ont pas encore été élucidés.